Madame, Monsieur, bonsoir. Les coups d'État militaires ont été monnaie courante en Afrique au cours des décennies qui ont suivi l'indépendance des États africains. Mais ces dernières années, l'Afrique a été frappée par une série de coups d'État au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au Soudan, au Mali et actuellement au Niger. Une situation alarmante car des tentatives de coups d'État ont été signalées en République centrafricaine et en Guinée-Bissau. En Afrique de l'Ouest, 3 présidents ont été renversés par des militaires quelques mois à peine après des élections présidentielles. Les condamnations et les sanctions des institutions régionales et de la communauté internationale n'ont pas réussi à mettre fin à ces ruptures brutales de l'ordre constitutionnel. Assiste-t-on à un recul démocratique sur le continent? Doit-on craindre un effet domino? Et surtout, comment mettre fin au crépitement des armes et au bruit des bottes? Pour en parler, je reçois Borgaline Goran, enseignant-chercheur à l'université Jean-Lerougnan-Guédé de Daloa, docteur en histoire politique et relations internationales. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim, bonsoir à tous et à toutes. Simplice Dion, professeur titulaire de philosophie politique et morale à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Fatim. Valentin Bongueng, journaliste, directeur et rédacteur en chef d'Émergence économique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci Fatim, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs ce soir. Lansine Bakayoko, journaliste, chef du service économie à la rédaction de la RTI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim Djedjed. Messieurs, on va s'intéresser à cette recrudescence des coups d'État sur le continent, mais on va commencer avec l'actualité brûlante qui se passe actuellement au Niger. Le président Mohamed Bazoum est donc retenu depuis le 26 juillet dernier et le général Tiani n'a toujours pas formé de gouvernement. Qui dirige actuellement le Niger ? Écoutez Fatim, dès le moment, vous l'avez signalé tout à l'heure, que le président élu, qui était en fonction, n'est plus capable d'exercer son autorité dans son pays, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. Il est retenu, il n'a pas la capacité d'agir. Et dès lors que c'est quelqu'un d'autre qui a cette capacité, c'est vrai que le gouvernement n'est pas encore formé, ce qui nourrit un peu toutes sortes de spéculations. Mais la réalité du pouvoir aujourd'hui n'appartient plus au président élu. Certains estiment que le fait qu'il y ait encore des hésitations par rapport à la formation d'un gouvernement, ça pourrait laisser libre cours à une suite qui n'était pas prévue par les putschistes, d'autant plus qu'au plan international, beaucoup d'États puissants, en tout cas que ce soit la France, l'Europe au niveau européen, que ce soit les États-Unis, ont dénoncé le coup d'État et que les organisations sous-régionales comme la CEDEAO ont donné même un ultimatum au pouvoir militaire actuel pour pouvoir libérer le siège et remettre le président déchu à sa place. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur la réalité du pouvoir, mais en tout cas, ça n'appartient plus au président qui est retenu et qui n'a pas la capacité d'agir. Mais l'ordre constitutionnel peut-il être restauré ? Cela me semble difficile dans l'état actuel de la situation, pour une raison toute simple, c'est que Valentin l'a relevé, dès le lendemain de son arrivée, disons, dans ce qu'il considère comme ses nouvelles fonctions, le président de la transition a demandé à tous les secrétaires généraux des ministères, les a convoqués au palais présidentiel, les a reçus dans la salle du Conseil des ministres pour les mettre en mission pour gérer les affaires courantes de l'État. Les jours qui ont suivi, il a également convoqué les différentes forces vives de la nation, donc les chefs religieux ainsi que les chefs de communauté, et il s'est entretenu avec lui. Ce qu'on a remarqué, c'est que finalement les manœuvres du pouvoir répondent au commandement de ce nouveau chef autoproclamé. Donc dans ces conditions, il est difficile aujourd'hui que quelqu'un qui est devenu pratiquement une figure d'autorité plutôt acceptée intérieurement, parce qu'il y a deux enjeux. Il y a une acceptation, une validation intérieure de ce qui s'est passé, et il y a une validation extérieure. Je pense qu'à ce stade, ce qui pose problème, ce n'est pas la validation des événements au niveau intérieur, mais c'est plutôt la validation au niveau international. Même si on imagine que toute la population nigérienne n'est pas... Oui, il n'y a pas de majorité parfaite, ça n'existe pas. Voilà. Justement, pour revenir sur cet aspect un peu technique, pour qu'on comprenne, quand on parle de formalisation des coups d'État, régulièrement on leur demande aux chefs d'État légitimes de signer une sorte de démission
Donc on va comprendre qu'est-ce qui formalise le coup d'État, qu'est-ce qui l'acte définitivement. Bon, moi, chaque fois que je vois les putschistes demander au président, on va dire le président sortant, de signer une lettre de démission, j'ai toujours eu l'impression que c'est une fuite en avant. D'ailleurs, même c'est un non-sens. Parce que quand il démissionne, en principe, le pouvoir ne revient pas à celui qui a fait le putsch. Lorsqu'il demande à un chef d'État légalement constitué de démissionner et qu'il y a rupture, vacance de pouvoir, normalement, il y a une manière de dévolution du pouvoir qui est actée par la Constitution. Alors, celui qui vient s'immiscer brutalement dans l'exécutif, comme c'est le cas au Niger, je ne vois pas pourquoi il peut exiger, c'est vrai qu'il n'est pas le seul, d'autres l'ont fait avant lui, c'est devenu la mode d'ailleurs, mais je ne vois pas pourquoi on peut demander au président sortant de signer. Mais je pense que c'est une manière de négocier la reddition du chef d'État légitime. Et en l'état actuel, Bangali l'a dit, c'est vrai, il est actuellement le président de fait, mais contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas la légitimité intérieure. Il est vrai qu'il exerce aujourd'hui les prérogatives de chef d'État, mais on sait tous que la population qui est hostile à cette rupture brutale est étouffée dans ses velléités de contestation. Donc il est un président de fait, mais il n'a aucune légitimité ni au plan intérieur, ni au plan extérieur, si ce n'est de s'imposer par la force. Et je pense qu'à l'heure où il est, il n'a pas encore l'entièreté des manettes, il n'a pas tous les leviers du pouvoir, même si petit à petit il essaie de les grappiller. Mais il serait hasardeux pour lui aujourd'hui de former un gouvernement, parce qu'on ne connaît pas à l'heure qu'il fait l'issue de ce renversement de régime. Parce qu'il peut y avoir aussi un autre renversement de situation. Donc aujourd'hui, il veut avoir d'abord tous les leviers du pouvoir, s'assurer qu'il peut exercer la plénitude de ce pouvoir, trouver des gens qui vont accepter d'aller croiser le fer et puis et faire face à la communauté internationale. Je pense que ça, ce n'est pas donné. Alors justement, on va avoir des nouvelles fraîches, si j'ose dire, sur la situation qui prévaut actuellement au Niger. On va rejoindre le docteur Manzo Aboubakar, qui est le conseiller principal du Premier ministre du Niger, pour prendre déjà des nouvelles du président Mohamed Bazoum et savoir où se trouve aussi le Premier ministre du Nigeria. On l'écoute, du Niger. Oui, effectivement, et aussi je dois dire que pour le moment nous sommes arrivés, toute la délégation du Premier ministre est arrivée à Abuja. Et le Premier ministre, Président Dieu, nous rejoindra donc incessamment. Et également, donc, il est en contact direct avec le chef de l'État légal et légitime du Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum. Et il est en contact permanent avec lui. Et puis, je pense que le président de la République a le moral très haut. Vous savez que c'est quelqu'un, c'est un nomade. C'est quelqu'un de résilient, d'assez endurant. Et nous n'avons aucun doute. C'est lui-même qui nous inspire dans des situations difficiles. Et je pense qu'il a suffisamment du potentiel pour, Inch'Allah, donc surmonter cette épreuve-là. Et comme je l'ai dit, qu'il est en train de réussir par la grâce d'Allah. Je ne peux que m'en réjouir vraiment de la situation qui démontre, en tout cas, c'est-à-dire tout le potentiel de résilience et cette capacitation du président Bazoum qui est l'élément inspirateur, moteur, l'élément donc qui nous nourrit dans notre mental et dans notre également résilience et dans l'endurance que nous avons par rapport donc à cette épreuve. Et je pense que ça sera vraiment un véritable élément impactant
à la fois pour la population du Niger, à continuer dans les prières, dans les invocations, dans la recherche donc de ramener les putschistes à la raison. Et je pense également que c'est ce qui va impacter leur conscience par rapport donc à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train donc de provoquer de mauvais pour le pays. Je pense que véritablement la communauté internationale est témoin de cette capacité et de cette résilience extraordinaire des Nigériens et de leur président Mohamed Bazoum. Et c'est sûr que c'est cela même qui est l'élément, l'argument sur lequel les gens sont convaincus que il n'y a pas d'autre président que Mohamed Bazoum. Et c'est cela qu'on veut faire comprendre au monde pour demander en tout cas davantage et donc de continuer avec ces caractères appréciés et pour faire en sorte que la pression argumentaire, ce qui va beaucoup plus influencer pour le retour à l'ordre constitutionnel normal et le retour du président de la République, Mohamed Bazoum, donc à ses fonctions. Je vous remercie, Madame Gégé. Merci, Monsieur Aboubacar Monzo, qui est donc à direct du Nigeria, où le Premier ministre devrait le rejoindre. Vous voulez réagir, Monsieur le professeur Dion? Alors, moi, je suis déjà heureux que le Premier ministre et ses conseillers soient en sécurité, parce que nous sommes dans une situation où on a commencé à prendre tout le monde en otage. Je suis convaincu de l'idéal démocratique. On devrait se battre pour la démocratie. Et le fondement de la légitimité démocratique, c'est l'élection. Vous êtes élu par le peuple, librement, c'est-à-dire sans contrainte. Le peuple va voter, vous choisir comme dirigeant. 5 ans après, ce même peuple peut vous demander de ne plus être à la tête du pays. Mais quand on arrache le pouvoir à quelqu'un qui a la légitimité politique et démocratique et qu'on le fait avec les armes, on passe d'une logique à une autre logique. Les putschistes exercent leur pouvoir, leur impérium à la violence. C'est l'argument de la force. À partir de ce moment-là, quand la force vous convoque, vous faites quoi? Quand la force demande aux chefs religieux de venir, quand la force demande au mouvement associatif de venir, vous voulez que les gens fassent quoi? Si ce soir, pendant que nous parlons, une autre force supérieure s'impose à ce général et que de nouvelles autorités militaires s'installent, elles utiliseront ce même argument de la force pour convoquer les acteurs sociaux et on dira que le coup d'État a été consommé. Non, il y a un pouvoir légal et légitime qui a été élu. Et il faut que la communauté démocratique nationale, régionale et internationale rappelle aux hommes en armes que force reste à la loi dans une démocratie et que nous sommes passés d'une logique qui était une logique de guerre, une logique de supériorité de la force à une logique où c'est l'homme dans sa liberté qui choisit qui doit le gouverner. Et au Niger, le peuple nigérien, jusqu'à preuve du contraire, a choisi Bazoum pour le diriger. C'est pour ça que, du point de vue de la légitimité, Bazoum est le président du Niger. Encore actuellement? C'est la question que je pose dès le début. Bazoum est le président légitime du Niger. Ceux qui ont pris le pays en otage par les armes, donc de façon illégale, mais ce ne peuvent pas être les autorités légitimes. Seulement, ils ont avec eux la force. C'est tout. On comprend bien. Justement, j'aimerais qu'on parle du général Abdourahmane Tiani, qui est chef de la garde présidentielle du Niger, à l'origine de ce putsch. Qui est-il? Le général Abdourahmane Omar Tiani est l'officier, comme on l'appelle là-bas, le haut commandant de la garde présidentielle qui a été créé dans cette forme-là à partir de 2011
Et il a occupé donc ce poste sous le mandat de son mentor qui l'a appelé à cette position, après qu'il ait fait ses armes dans le désert à combattre les différentes rébellions qui se sont formées et qui ont entretenu la déstabilisation. Donc il s'est construit au milieu de ces hommes détachés de la capitale dans le désert. Et donc quand il est appelé à la capitale à partir de 2011, c'est un homme qui est assez accepté par ces éléments, qui ont vécu une histoire avec lui, qui l'emporte, qui l'entraîne dans cette nouvelle aventure dans la capitale. Alors, cette nouvelle garde est constituée de 700 éléments et elle est réputée être 3 fois plus équipée, 3 fois plus financée que le reste de l'armée. Donc, on est encore dans la logique de ces forces, disons, au service personnel du chef de l'État, qu'on chouchoute, qu'on couvre de tous les moyens. Et il a rempli son rôle de manière fidèle pendant les 2 mandats de son mentor, le président Mamadou Issoufou. Alors, le problème, c'est lorsque le président Mamadou Issoufou arrive à la fin de son mandat et qu'il se retire, il demande à ce que ce chef de sa sécurité reste au service de celui qui peut-être aussi considéré comme son filleul ou en tout cas son dauphin. Et donc, il vient après lui. Alors, finalement, après moult tractations, il a accepté d'hériter de ce dispositif dont il n'était pas l'architecte. Donc, depuis 2021, j'avais déjà lu plusieurs articles de presse qui lançaient l'alerte sur le fait qu'il y avait des dissensions éventuelles qui existaient entre les 2 compositions de l'attelage, qui apparemment ne prenaient pas. Et donc, il se susurrait que c'était un projet de le changer, de changer donc, de nommer quelqu'un d'autre dans cette fonction-là, et que c'était une question de faire passer la décision en Conseil des ministres et que cela était imminent. Depuis au moins 2 ans, la nouvelle circulait jusqu'à ce qu'on apprenne la manière dont la chose finalement connaît un aboutissement plutôt brutal. Mais il y a eu un précédent avec Modi qui a été limogé pour nommer ambassadeur dans les Émirats, en tout cas les pays, il n'a jamais été. Mais je voudrais qu'on revienne sur le général Tiani parce que officieusement on nous dit que c'est son limogeage qui est à l'origine de ce coup d'État. Qu'en pensez-vous? Son limogeage à venir? Oui, bon, comme le dites, c'est un limogeage à venir. Ce sont des supputations. Personne n'a la preuve patente qui devait être... Il paraît que le décret était en cours de signature. Oui, bon, moi, je n'ai pas vu ces éléments, donc je me dis qu'en l'absence de ces éléments formels, je ne peux pas dire si oui ou non il était prêt d'être limogé ou pas. Il y a parfois des projets de décrets qui sont abandonnés par la suite, pas forcément parce qu'il y aurait un coup d'État, mais il y a dans la vie d'une nation des périodes où il y a des projets de décrets, des projets de loi qui après sont abandonnés pour X raisons. Mais ce qui me pose problème dans le cas, ce qui pose problème également aujourd'hui, c'est le rôle de l'armée dans les États et comment l'armée se comporte. Est-ce une armée républicaine? Et puis cette pratique qu'il y a très souvent aussi au sud du Sahara, à avoir des corps qui sont dédiés à la protection la protection de la République, oui, mais à la protection d'un individu, et qui sont des forces très souvent surpuissantes par rapport au reste de l'armée. Bon, ça garantit parfois, quand ça marche, quand vous avez quelqu'un de fidèle à la tête, ça garantit la stabilité du pouvoir, mais lorsqu'il y a à la tête, ou même dans le cercle immédiat, des personnes qui ne sont pas fidèles, eh bien, ça peut poser problème parce que par la suite, c'est comme une forme d'armée dans l'armée, et quand c'est chouchouté, alors que le reste de l'armée ne l'est pas, ça pose évidemment un gros problème de cohésion au sein des forces armées. Alors je veux qu'on extrapole ce débat sur les autres pays. Justement, après cet élément récapitulatif des derniers coups d'État en Afrique, c'est signé Saka Kone. Ces dernières décennies, le continent africain a enregistré une recrudescence de coups d'État. Augmentation significative de coups de force qui a vu les militaires s'emparer du pouvoir d'État. Dans la sous-région ouest africaine, la réalité des coups d'État est plus que vivante ces dernières années. Au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Tchad et plus fraîchement au Niger. Depuis 1950, le Soudan se taille la part du lion des coups d'État avec 17 tentatives et 6 réussies. Pour sa part, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, s'illustre avec 8 coups d'État réussis sur 9 tentatives au total. Il s'agit de fortes divisions géopolitiques entre les pays, l'impact socio-économique de Covid-19
et l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures fortes face au putsch. Alors, on a vu dans cet élément qu'il y a une série de coups d'État ces dernières années. On va revenir sur ce que vous disiez avant, Valentin Bouguen, sur la garde présidentielle qui n'existe pas dans les pays occidentaux. Elle est quasi systématiquement l'origine des coups d'État. Doit-on conserver ce schéma qui est très africain? Oui, c'est très africain, mais c'est en raison des déséquilibres au niveau des armées ordinaires que les chefs d'État, certains chefs d'État ont tenté de mettre en place des unités spéciales chargées de la protection de leur propre personnalité. Mais c'est parce que dans ces dernières années, les gens prennent le pouvoir dans des conditions parfois ubuesques. Et donc, les élections se passent souvent mal, les gens sont souvent mal élus, ou alors, même s'ils ne sont pas mal élus, l'armée est peu républicaine dans la plupart des pays. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, l'armée devient une sorte de garde prétorienne pour lui. Donc, quand la nouvelle personnalité arrive, elle n'a pas nécessairement confiance aux forces en présence. Et donc, essaie de se tailler une autre force en substitution aux forces qui étaient préalablement établies. Bon, on peut critiquer, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal? Oui, ailleurs, dans certains pays, ça se passe plutôt bien. En Côte d'Ivoire notamment, ça se passe plutôt bien. Mais il y a d'autres forces spéciales. En Guinée, par exemple, c'était les forces spéciales. Oui, voilà, Doumbouya, ils sont quasiment systématiquement Mali proches du président. Au Mali, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puisque même au Niger dont on parle, le coup d'État de Salou Djibo était le commandant du bataillon aéroporté, qui n'était pas nécessairement la force qui entourait, qui était dans l'immédiat du chef de l'État, mais qui est venu faire un coup d'État, qui a profité de l'environnement politique complètement vicié, ambiante, et qui a renversé le pouvoir de Mamadou Tandja. Donc, dans d'autres pays, ça se passe comme ça, et les militaires, même au Mali, en réalité, Goïta a récupéré les frustrations, les mécontentements populaires qu'il a endossés, et ça a facilité le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, je veux dire, ces forces qu'on met en place, a priori, ne sont pas assez mauvaises, puisque quand même, il faut que l'exécutif soit franchement protégé. Donc, ce n'est pas mauvais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soldats qui sont devenus des soldats félons et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu sur ceux qui sont censés protéger. On va rester dans les arguments déployés par les putschistes en général. Les Nigériens nous disent, en tout cas ils justifient ce coup de force par la dégradation de la situation sécuritaire sous la gouvernance de Bazoum. Déjà, est-ce vrai et est-ce une raison suffisante pour rompre l'ordre constitutionnel? Bon, je pense qu'il y a ce qui relève des prétextes, parce qu'après avoir commis l'acte, il faut bien sûr justifier cela aux yeux de la communauté internationale. Et puis, si on analyse en réalité ce qui motive ce coup d'État, on sait que c'est deux hommes du même système qui ont hérité, que ce soit l'un parce qu'il a été élu, l'autre parce qu'il a été nommé, qui ont été hérités de la charge régalienne et qui ont, disons, été confrontés à une division au niveau de leur vision des choses, se sont retrouvés dans cette situation pour l'un à renverser l'autre. Donc je pense que ce coup d'État s'explique par des rivalités de pouvoir internes à l'ancien système Mamadou Issoufou. C'est comme ça qu'on peut le qualifier dans les faits réels. Après, il faut bien sûr justifier le coup d'État, parce que le coup d'État demeure toujours une anormalité, demeure toujours un dysfonctionnement, et la justification qui est mise en avant, c'est comme dans les autres États, la question sécuritaire. Parce que justement, il y a une part forcément de vérité, sinon ils ne le prendraient pas comme argument pour justifier. Il y a une partie de la région notamment de Tillabéri, qui est une région frontalière avec le Mali, donc qui se trouve dans la zone des trois frontières, la fameuse zone des trois frontières, qui est une zone d'incursion djihadiste, où l'armée nigérienne, depuis au moins 2015, a de manière, je dirais, périodique, subi des revers du fait de l'attaque des formations djihadistes, notamment l'État islamique au Sahel, qui fait des incursions fréquentes. Et le principe, c'est que dans ce contexte-là, il faut avoir le droit de poursuite, notamment en tout cas dans un cas de collaboration interarmée, pour pouvoir être efficace. Or, il se trouve que les politiques, c'est
les armées leur reprochera d'avoir trouvé l'occasion d'être en froid, en tout cas en rupture diplomatique avec les deux autres États voisins, de sorte que non seulement ils n'ont pas le droit de poursuite, mais en plus, ils n'ont pas cette possibilité de mener des opérations conjointes. Et donc, au sein de l'armée, est née cette idéologie que la situation que traverse le pays n'est pas... Les politiques en termes de civils ne sont pas outillés, ne sont pas à la hauteur pour mieux la gérer. Donc, il faut des généraux de l'armée pour gérer une situation que eux seuls vivent, que eux seuls peuvent comprendre. Bon, moi, je suis très réservé sur cet argumentaire parce qu'en réalité, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu une réelle divergence de vues entre la façon de gérer la crise terroriste entre le général Tiani et Mohamed Bazoum. Parce que si c'était le cas, parce que on a parlé de déficit sécuritaire qui aurait pu justifier le coup d'État. Mais je suis mitigé sur cet argumentaire. Parce qu'il y a eu des humiliations que l'armée nigérienne a subies du temps de Mamadou Issoufou. Je pense à l'attaque de Chinagoder ou de Inates. Je pense même à l'attaque de la prison de haute sécurité de Koutoukale qui a été attaquée par des terroristes. C'était des revers que l'armée nigérienne avait subis et qui auraient pu justifier cet attentisme de la... Vous ne comprenez pas le timing, en fait. Donc, le timing me paraît un peu suspect. Le seul problème ici, c'est une soif de pouvoir, parce que l'argument qui est avancé, on me dit, le général Tiani, on veut prendre un acte administratif vis-à-vis du général Tiani. Mais le général Tiani ne peut pas penser qu'il est inamovible, que l'armée, c'est lui. Puisqu'il a passé 11 ans, même dans le principe, mais il y a la question de la rotation au niveau de l'administration. Donc je ne vois pas comment lui peut estimer qu'il est inamovible, d'autant que son collègue, le général Salif Modi, qui était chef d'état-major, avait été remplacé par Issa Sidoukou, qui n'avait pas vraiment accepté. Mais je pense qu'ici, il s'agit de soldats, on va dire, un peu cupides, qui veulent le rester. Parce que c'est ça le fond du problème. Ces généraux qui sont à la tête, on fait souvent tous les biens qui auraient dû revenir aux soldats qui sont sur le terrain. Et donc, la cessation de ces privilèges-là, ils la vivent mal. Je pense que c'est ça qui peut justifier... Donc pour vous, c'est par convenance personnelle, comme certains l'ont dit... C'est par convenance personnelle que le général Tiani a décidé, un projet personnel, a décidé, pour sa gloire personnelle à lui, qu'il a décidé de remettre en cause les institutions démocratiques élues en 2021. Alors, l'autre argumentaire qu'on entend aussi, notamment au Mali, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, honnêtement, pour parler de la situation sécuritaire, est-ce que leur arrivée a amélioré significativement la sécurité dans ces pays? Puisque c'est l'argument qu'on nous prône. Valentin Bougagne. Écoutez, la situation sécuritaire d'un pays ne peut pas passer du jour au lendemain de A à Z. Ça fait plusieurs mois, là. Oui, ça fait plusieurs mois. On va avoir un retour d'expérience. Oui, ça fait plusieurs mois, mais la situation dure depuis combien d'années? C'est ça la question. La situation explosive dure depuis au moins une décennie. C'est compliqué. Les armées qui sont sur place, qui sont venues en renfort, soi-disant pour améliorer la situation, on n'a pas vu non plus des effets probants. C'est vrai que sur le champ, lorsque les forces arrivent au Mali, eh bien, ils ont empêché que les troupes identistes et autres terroristes descendent directement sur Bamako. Elles l'ont empêché pendant un certain temps, mais après, on a créé des enclaves. Il y a eu des zones auxquelles l'armée malienne n'avait même pas accès. Donc, globalement, le bilan n'est pas réluisant. Le bilan de leur présence n'est pas réluisant. Ça a duré des années. Il y a eu des habitudes qui ont été prises. C'est maintenant qu'il faut reconstruire l'armée. Donc, je ne peux pas dire sur cette base-là que tout de suite, ça fait des mois, ça fait un an que tel X ou Y est là et qu'on n'a pas vu la situation changer parce que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Il y a des équipements même dont il faut se doter, dont ces forces-là n'étaient pas dotées auparavant parce qu'il y avait une sorte de confort dans le fait que les troupes internationales sont là pour les protéger. Et c'est maintenant qu'il faut faire tout cela. Et il faut changer des habitudes, il faut s'organiser pour faire face à des forces asymétriques qui n'étaient pas forcément le plus fort de ces armées. Donc c'est un processus, je pense, je ne dis pas ça pour
pour tolérer le fait qu'ils aient pris le pouvoir, mais la réalité de la dégradation sécuritaire est là. Il ne faut pas la nier. Maintenant, que quelqu'un prenne cela pour prétexte, c'est une autre question. Oui, vous nous dites de patienter, de leur laisser le temps pour voir si la situation évolue. Je ne dis pas que... Ah oui, parce que... Je dis simplement que de mon point de vue, le temps où ils ont pris le pouvoir et puis le temps actuel me semble assez court pour dire si oui ou non ils ont échoué dans leur tentative de reprendre le contrôle de la situation sécuritaire. Alors, l'autre raison aussi généralement avancée, c'est la malgouvernance. En Guinée, on se souvient tous que le colonel Mamadi Doumbouya parlait même de Gabji sous Alpha Condé. N'y a-t-il pas un problème de gouvernance, messieurs, dans nos États, à dire vrai? Et encore une fois aussi, est-ce que les militaires ont vocation à mettre fin à la corruption, voire à redresser l'économie d'un pays? Alors, moi, je vais être simple. J'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle Platon que, grosso modo, dans une cité, il y a ceux qui sont chargés d'administrer la cité, qui sont les gens de pensée. Il y a ceux qui sont chargés de défendre la cité. Et puis il y a ceux qui sont chargés de faire le commerce, de faire les affaires, la production en somme. Les gendarmes défendent la cité, c'est leur travail. Ils ne sont pas faits pour diriger la cité. C'est pour ça que Platon dit que la vertu principale des gendarmes, c'est le courage. Le militaire fonctionne à la force brutale. Il va en guerre. Quand un homme qui est formé pour faire la guerre, ils ont fait l'école de guerre. Ceux qui dirigent nos États, beaucoup ont fait l'ENA, ils ont fait Polytechnique, n'ont pas fait l'école de guerre. Quand vous faites l'école de guerre, vous vous battez, vous revenez prendre la direction d'un État, mais voilà ce que ça donne aujourd'hui. Tous les problèmes doivent être, à la limite, réglés à la force et à la violence. Même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente. Non, tout de suite, on bande les muscles, on sort les armes, on veut se battre. La vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger. Celui qui veut le faire, il démissionne, il fait de la politique. Parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique. Ce n'est pas avec la force. Quand ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font en termes de gouvernance? Qui sait aujourd'hui objectivement comment la Guinée est gérée? Qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis 6 mois, depuis 1 an par la junte? Qui exerce le contrôle? Est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner? Qui peut aller voir un général proche de Mamadi aujourd'hui pour lui dire « faites le point de vos biens », une déclaration de biens? Qui? Mais il n'y a plus de transparence parce qu'on est en guerre et parce que c'est la logique des armes. Pourquoi vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence? Donc, pour dire ce que je pense, tous les arguments sont bons en Afrique pour faire un coup d'État pourvu qu'on ait la force. Mais pour rester sur cet argumentaire, des militaires droits dans leurs bottes, la rigueur militaire, est-ce qu'il n'y a pas finalement le spectre de Rawlings et de Sankara dans l'esprit d'une partie des populations qui les associe à une gestion rigoureuse des deniers publics? Là aussi, est-ce que ça ne joue pas quelque part? Il n'y a pas cette idée maintenant qui peut être erronée? Oui, cet argument est complètement désuet. Parce que Rawlings était une exception, était une sorte d'étoile filante. Et donc, je pense que c'est sur la base de cette étoile filante-là que ces gens-là décident de faire comme Gregory Rawlings. Mais en réalité, la plupart du temps, ils n'ont aucun projet. Et si vous voyez, ils utilisent la même rhétorique. Ah, la corruption, la Guinée, ça c'est le mot-clé, la gabégie. Même quand Moussa Dadis Camara était venu, il a dit qu'il était venu lutter contre la gabégie. Et si vous remarquez, Traoré a utilisé la même rhétorique. Son prédécesseur, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait les mêmes phrases à la bouche. Aujourd'hui, le général Tchani, qui vient d'abattre l'un des derniers piliers de la lutte antiterroriste, a la même chose à la bouche. Donc je pense qu'aujourd'hui,
ils se sont fabriqués un lexique pour justifier le bouleversement de l'ordre constitutionnel. À mon avis, les militaires n'ont pas vocation, le professeur l'a dit, à gouverner la cité. Les militaires ont vocation, avec leurs sabots, à contenir toutes les attaques venant de l'extérieur, et rien que ça. Parce que s'ils ont des armes, ça veut dire que même si on ne va pas à la compétition démocratique avec des armes, même dans nos États, les États qui sont les nôtres, mais tous ceux qui ont des pouvoirs exorbitants ne vont pas aux élections. Les magistrats ne vont pas aux élections en Côte d'Ivoire. Les forces armées n'y vont pas. Les préfets même n'y vont pas quand ils sont en fonction. Parce qu'on sait qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres parce qu'ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Et donc, voici comment une société civilisée est réglementée, est régie. Donc, vous ne pouvez pas, avec vos godasses, avec vos sabots, venir faire irruption dans l'espace public, dans l'espace politique de cette manière, alors que ce n'est pas votre vocation. Je pense que le général Tiani et ses amis se sont trompés de vocation. Je pense qu'on ne peut pas penser l'histoire des nations, que ce soit en Afrique au niveau international, sans la contribution des militaires dans la pensée politique. Je vous donne un exemple très simple, c'est que la Constitution, l'architecte de la Constitution aujourd'hui qui guide la France, la Constitution de la Ve République, l'architecte, c'est le général de Gaulle, qui n'est pas arrivé dans ces fonctions-là par des élections, dans des conditions exceptionnelles. Je vous donnerai l'exemple en Afrique, plus proche de nous, du général Olusegun Obasanjo, qui est le penseur de l'afro-capitalisme aujourd'hui, qui fait le Nigeria dont on est fier. Je vais vous citer encore en Afrique francophone le cas de Thomas Sankara, qui est le plus brillant, le plus illustre penseur de la pensée politique contemporaine que revendique, dont ressasse les idées la jeunesse d'aujourd'hui. Et je peux m'arrêter là ou continuer en citant encore d'autres comme Jerry Rawlings que vous avez déjà relevé. Donc je pense qu'en Afrique et dans le monde, au niveau des relations internationales, il est absolument inconcevable de penser la politique sans la contribution des militaires, qu'ils soient encore dans leur treillis ou qu'ils aient déposé ces treillis-là. Je pense que ça fait partie de l'ordre de la normalité. Alors, mais au-delà de ça, je pense que ce qui justifie aujourd'hui cette floraison de coups d'État, ce n'est pas seulement cet invariable-là. Aujourd'hui, il se trouve que nous sommes dans ce qu'on appelle une période charnière. Donc, depuis quelque temps, l'Afrique est dans une sorte de décolonialisation, en tout cas dans une dynamique de parachever, ce qu'ils ont appelé les indépendances inachevées ou les décolonisations inachevées. De sorte qu'on a identifié un combat d'une génération qui est l'aboutissement de la maturation d'une somme de mutations intellectuelles de notre conscience et qui demande aujourd'hui qu'il y ait une rupture définitive avec une manière de collaborer avec l'extérieur, notamment avec un acteur extérieur qui est un acteur d'ingérence dans l'espace. Et tous les chefs d'État... Vous parlez de qui? Vous parlez de la France? Non, mais bien sûr, la France. J'allais en venir. Disons les choses. J'allais en venir. Et tous les chefs d'État qui, d'une manière ou d'une autre, font preuve d'une certaine collaboration avec cet acteur ingérant rejeté par la nouvelle génération, sont identifiés comme des hommes de paille. De sorte que dans la conscience de la jeunesse, en tout cas d'une partie de la jeunesse africaine, tourner la page suppose non seulement de rejeter l'ancien colonisateur et avec lui tous ces hommes de paille. De sorte que dans la conscience publique africaine, il y a cette préparation ou en tout cas ce désir de tourner la page à travers les coups d'État. Et vous savez, quand il y a un coup d'État, pour que le coup d'État puisse être considéré comme réussi ou consommé, il y a deux niveaux de validation. Il y a le niveau interne à l'armée, et puis il y a le niveau au niveau de la population. Pourquoi en 2015, le coup d'État tenté dans les mêmes conditions qu'au Niger aujourd'hui, tenté par le RSP contre le Premier ministre Kafando, le Premier ministre de transition, pourquoi ce coup d'État a échoué? Parce que ce coup d'État n'a pas rencontré la validation de la population qui est sortie pour s'opposer aux éléments du RSP qui ont lui-même attiré sur la foule. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où du fait que nous sommes dans une période charnière, de ce niveau-là, les militaires savent clairement que quand ils lancent des coups d'État, il suffit simplement de l'habiller de sorte à dire que nous lançons le coup d'État parce que nous voulons rompre avec le partenaire historique français. Automatiquement, ils récoltent l'adhésion populaire et donc
ils ont un soutien, ils ont une base, une assise, à partir desquelles, demain, vous voyez déjà au Niger, la mobilisation dans les rues contre l'ambassade de France. Donc, ils ont su jouer sur ce terreau fertile, et c'est ce qui explique justement que cela a prospéré. On va revenir longuement sur ce chapitre avec les conséquences internationales de tout ce qui se passe. Mais je voudrais quand même préciser qu'on a vu, dès le 26 juillet, une partie de la population sortir pour soutenir le président Bazoum. Et comme il disait, avec des armes, on fait faire ce qu'on veut aux gens. Mais réagissez. La description qu'il fait, en termes de description, en termes de phénoménologie, oui. Mais que la contribution des militaires ait conduit les peuples à des bons qualitatifs, ça ne veut pas dire, par exemple, que quand le général de Gaulle se plie à la logique démocratique et qu'il est battu, il ne fait pas un coup d'État. De Gaulle accepte le verdict des urnes. C'est de ça que nous parlons. On ne fait pas un coup d'État, soi-disant pour sauver la nation, ils sont tous des CNSP, salut public, pour venir s'enquister. Non, il faut c'est pas le cas. Pour le moment, ils se sont pas encore enquistés. Le rôle n'est pas de venir. C'est ça la question. Et il faut vraiment que nous sortions de ce paradigme-là qui veut faire croire aux hommes en armes qu'à tout moment, quand eux, ils estiment, ce qui est subjectif, quand ils estiment que la situation est... Alors, ça veut dire que le jour où il y a une manifestation dans un pays où il y a 1 ou 2 morts parce qu'on n'a pas pu contrôler la situation, ben, il faut faire un coup d'État parce qu'on va restaurer l'ordre. Mais je rappelle qu'en France, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, mais il y a eu un désordre total. Mais est-ce que les gens ont eu le même réflexe que nous? La volonté de tout militariser, de tout prétorianiser en Afrique. Mais pourquoi cette culture-là? Même si c'est l'Afrique des fiers guerriers. Tout ne se règle pas avec la force et la violence. Il faut laisser nos démocraties se constituer, devenir solides. Il faut laisser nos institutions se renforcer pour que plus jamais n'importe quel farfelu, parce qu'il est en armes, décide de prendre en otage un État. C'est ça la question. Mais pour revenir à l'exemple français, vous le disiez, parlez tous un peu de désaccord entre le président Bazoum et le général Tchiani, mais... souvenez-vous qu'en France, lorsque Macron n'avait pas la même vision que son chef d'état-major, celui-ci a démissionné dès qu'il arrive au pouvoir. Est-ce que c'est possible d'assister à ça chez nous? Non, écoutez... que les gens prennent leurs responsabilités? Fatim, il y a un problème de fond, c'est-à-dire au-delà des phénomènes qu'on observe, il y a une question de fond qui n'est toujours pas résolue. Et, une question à laquelle non seulement on ne l'a pas posée, mais on n'y répond même pas. La question de fond est celle-ci. Pourquoi est-ce que ces coups d'État réussissent, entre guillemets, en Afrique? Pourquoi même c'est possible dans ces pays africains et pourquoi ça ne l'est pas ailleurs? C'est une question de fond qui n'est pas suffisamment adressée. Donc nous pouvons venir sur tous les plateaux, crier notre aversion au coup d'État, nous sommes contre, il doit dégager. Mais ça n'empêche pas que le lendemain ou quelques mois plus tard, un autre fasse la même chose. Il y a une question de fond qui n'est pas résolue. Quand est-ce qu'on va la poser? Quand est-ce qu'on va la résoudre? C'est ça l'interrogation. Oui, on va passer à la deuxième partie. Oui, allez-y. Je pense que quand j'ai écouté le professeur Bangali, je suis complètement décontenancé. Complètement décontenancé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ces coups d'État, au motif que leurs prédécesseurs gouvernent mal, mais qu'est-ce qu'ils font en plus? Qu'est-ce qu'ils font? Quand eux, ils viennent aux responsabilités, ils font exactement la même chose. Donc, si tu veux indexer la France, agiter le spectre de l'ennemi extérieur, est devenu une sorte d'exutoire pour ces putschistes, pour légitimer leur action vis-à-vis de la communauté nationale. Parce que c'est le cas de le dire. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit même dans les temps anciens, quand Yoweri Museveni prend le pouvoir, en 1986, mais il tient le même discours, mais je ne pense pas que sa gouvernance est aussi différente de celui qui l'a renversé. Quand tu prends Omar el-Béchi qui prend le pouvoir en 1989, mais il a été lui-même chassé. Et quand Damiba prend le pouvoir tout près de nous, mais il fait le même reproche au président Kaboré. Mais quand il s'installe, mais on a soupçonné d'être toujours d'acquaintance avec les mêmes personnes avec qui. Donc c'est cette terminologie-là aujourd'hui qui pose aujourd'hui problème. Ça dit qu'aujourd'hui, il est très facile de conduire une expédition
destructrice de la démocratie en l'état actuel. Il suffit de dire je suis anti-français pour que votre coup d'État soit adoubé. Parce qu'en réalité, les États africains refusent de se regarder eux-mêmes dans le miroir. Leurs échecs qui sont liés aux questions de la gouvernance qui n'est pas tout à fait vertueuse, les problématiques sociaux qui ne sont pas résolues, la répartition des richesses qui reste approximative, c'est ça les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Et donc, c'est derrière ces échecs-là, sur le terreau de ces échecs-là, que des gens qui sont comme Mamadou Doumbia et Assimi Goïta et même Ibrahim Traoré se réfugient pour porter l'estocade aux procédures démocratiques. Et moi, je pense que ce n'est pas sain. D'où la question de fond dont je parlais tout à l'heure. La question de fond qu'on doit adresser, c'est pourquoi ces mouvements prospèrent chez nous, quand je dis chez nous, en Afrique subsaharienne, de façon, même ailleurs, même en Afrique du Nord et autres. Pourquoi est-ce que ces choses-là prospèrent, ces renversements militaires prospèrent chez nous et ne prospèrent pas ailleurs aujourd'hui? Il y a une question de fond qui n'est pas adressée, c'est ce que je dis. On va y répondre juste après cet élément. Que pense la population ivoirienne de cette recrudescence des coups d'État en Afrique? Réponse au micro de Siaka Kone. Il faut dire qu'au niveau des coups d'État, moi je ne suis pas pour les coups d'État. Parce qu'effectivement, les coups d'État, ça n'arrange pas. Ça met toujours les pays en retard. Et puis, voyons-nous, surtout les pays qui font actuellement les coups d'État, ça n'évolue jamais. Toujours, c'est la même répétition. Les gens pensent que quand les militaires vont venir, tout va changer. Or, c'est toujours la continuité. Donc, je n'apprécie pas les coups d'État. Un président élu démocratiquement, il faut le laisser faire son travail. Après ces 10 ans, ou bien après ces 5 ans, s'il n'a rien foutu, on va aux élections, on le dégage. Je dirais que les coups d'État sont condamnables. Certainement l'émanation d'un mal-être. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'euphorie qui s'empare des uns et des autres, parce que de mémoire d'hommes et d'Ivoiriens, je n'ai jamais vu une réaction aussi mouvementée, je vais dire, à l'encontre des acteurs de coups d'État quelque part en Afrique. Ça a toujours été comme ça, la routine. On condamne avec toutes les fermetés du monde. Et finalement, ces acteurs des coups d'État demeurent. Donc, je demanderai à la CEDEAO d'être un peu objective. Je ne soutiens pas les coups d'État, encore moins celui qui a lieu au Niger. Mais je dis qu'on arrête de distraire les populations africaines avec ces déclarations qui n'iront nulle part. Moi, franchement, le coup d'État en Afrique, ce n'est pas une bonne initiative. J'ai l'impression que vraiment on laisse les présidents qui sont élus uniquement qu'ils finissent leur mandat, puis on choisit la personne qu'on a besoin de les choisir. C'est la population qui prend les pots cassés. Voilà, et les militaires, le fait que ça enrichit seulement, vraiment, ça n'arrange pas l'Afrique. Lorsqu'ils ont un président est bien élu, encore bon de faire un coup d'État. Mais lorsque le président est mal élu, ou qu'il y a une dictature, ou bien c'est que la population souffre, et puis ceux qui sont au sommet se sucrent, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer ce peuple. Et cette libération passe forcément par un coup d'État. Pour éviter toutes ces crises, toutes ces violences, c'est dans l'éducation. Mais l'éducation ne s'arrête pas seulement à l'école. L'éducation, ça rentre aussi dans la société. L'éducation, ça rentre partout, on n'arrête pas. C'est l'éducation. Une société bien éduquée ne va jamais s'élever pour faire une crise. Parce qu'avant même de faire une action, de faire une activité, elle est pensée, elle est mutualisée et elle est mise en œuvre dans une planification acceptable. Monsieur, vous vouliez réagir pendant qu'on écoute? Oui, il a relevé la question du fond, qu'il fallait plutôt penser la question du fond pour identifier et adresser les problèmes. Je pense que les coups d'État, en tout cas les rivalités de pouvoir, existent dans tous les espaces. On se rappelle qu'en 2018, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie, mais la tentative n'a pas abouti. On se rappelle également l'année passée qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Allemagne, fomentée par un groupe d'extrême droite. Et également au Gabon, en 2019, il y a eu une tentative de coup d'État qui a échoué. Quelle est la différence entre ces nations où des tentatives de coup d'État échouent et les autres nations où les tentatives de coup d'État réussissent?
on peut classer ces nations où les tentatives de coup d'État réussissent comme étant ce qu'on appelle des États fragiles. Des États fragiles qu'il faut différencier des États faillis. Parce que dans la déconfiture, dans la déstructuration du système de l'État, il y a des étapes qui sont franchies. L'ultime, c'est lorsqu'on parle d'État failli, donc l'État n'existe pratiquement plus. L'État fragile cumule un ensemble d'indicateurs qui démontrent une sorte de situation de maladie des composants du pouvoir. La première composante du pouvoir, c'est la gouvernance par l'exécutif. Lorsque vous avez un pouvoir, dans le cas du Niger, où on a l'impression que tous les leviers de commandement étaient détenus par un seul individu, de sorte qu'à partir du moment où la garde présidentielle a mis la main sur cet individu, tout le reste de l'appareil de l'État n'avait plus la latitude de mettre des ordres aux armées, parce qu'à Niamey, il y a une garnison de la défense nationale, de la force nationale, il y a une garnison des commandos parachutistes, donc de la gendarmerie, il y a une garnison, évidemment, de la garde présidentielle. Alors, quand il a été arrêté par la garde présidentielle, je me suis dit, mais certainement, soit le ministre de la Défense ou en tout cas un autre acteur de l'exécutif allait émettre un avis pour mobiliser le reste des forces, parce que, disons que la garde présidentielle représente seulement 2,7% de la capacité des effectifs de l'armée. Donc, le premier indicateur, c'est lorsqu'il y a une concentration des leviers du pouvoir dans les États fragiles, concentration des leviers du pouvoir entre les mains d'une seule personne, de sorte que lorsqu'il est arrêté, ou en tout cas que les tentatives le ciblent automatiquement, tout le système est neutralisé. Et pour finir rapidement, le deuxième indicateur, dans les États fragiles, c'est l'armée c'est une armée malade, parce que cette armée est sous-financée, est dans une situation de traitement salarial, de conditions de travail, de sorte que finalement, elle est exposée à s'embarquer dans toutes les aventures possibles. Je vous explique que tous les 3 États du Sahel qui ont été confrontés, qui ont été impliqués dans des coups d'État, quand vous regardez au niveau des budgets militaires sur la période à partir de 2015 jusqu'à 2020, ce sont les 3 États qui sont en fin de classement. Le Burkina, le Mali, le Niger. Vous avez par exemple la solde moyenne d'un sous-officier en Côte d'Ivoire, c'est 150 000. Quand vous allez au Niger, au Mali, au Burkina, c'est l'équivalent de 70 000, c'est-à-dire l'équivalent du salaire d'un vigile en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a la nécessité aujourd'hui de penser ce qu'on appelle les lois de programmation militaire. La Côte d'Ivoire l'a déjà engagé. Il faut améliorer le traitement des armées, les mettre dans les conditions de sorte qu'ils expurgent de leur pensée cette colère contre l'exécutif, l'impression que même quand il y a une situation de guerre, il y a une élite politique qui fait de la guerre une occasion de business. Parce que je rappelle pour finir qu'au Niger, sur la période de 2020, de 2015 à 2020, un audit qui a été diligenté par l'inspection générale des armées a démontré que sur les 5 années qui ont précédé 2020, l'équivalent de 45% du budget militaire a été siphonné par des surfacturations. Dans une situation où les soldats meurent au front, ils voient ce que les veuves et les enfants de leurs camarades tombés au front deviennent. Il n'y a même pas un minimum de prise en charge. Quand il y a un aventurier qui engage un projet de coup d'État, parce qu'ils espèrent voir leur situation changer, mais ils sont obligés d'y adhérer. Allez, on attaque les sanctions, messieurs. L'Union africaine a donné la semaine dernière un délai de 15 jours à la junte pour la réinstallation du président Bazoum. La CEDEAO a donné, elle, un ultimatum de 7 jours, hier, enfin il y a quelques jours. Pensez-vous déjà que ce délai sera respecté? Très honnêtement. Non, on peut en douter. On peut en douter, vu déjà la fermeté des forces qui ont pris le pouvoir à Niamey. Et vu également les ralliements de pays comme le Mali et le Burkina qui ont dit qu'une attaque contre le Niger serait considérée également comme une attaque, comme une déclaration de guerre contre eux également. On peut dire qu'aujourd'hui, il me semble difficile d'arriver à respecter un tel ultimatum de 15 jours, d'autant plus que le pouvoir qui s'est installé à Niamey cherche par tous les moyens comment le consolider. Alors tout va dépendre maintenant des forces en présence, parce qu'une fois de plus, tout ceci, la politique, la guerre, tout ça, c'est des rapports de force. Tout va dépendre de comment la situation va évoluer à Niamey pour ce pouvoir-là. Est-ce qu'il va parvenir véritablement à prendre, à contrôler tous les leviers et asseoir son autorité partout? Est-ce qu'il va y arriver? S'il y arrive, naturellement, il n'aura aucun intérêt
à respecter un quelconque ultimatum. S'il n'y arrive pas, ça laisse la porte ouverte à des interventions extérieures, notamment celles qu'envisageraient les institutions régionales comme la CEDEAO. Parlons de l'intervention militaire après, mais déjà, prenons le cas, si ce délai est respecté, quel pourrait être l'avenir des putschistes? On s'interroge. On va les emprisonner, on va les juger, ils vont s'exiler, on va négocier un poste. C'est quoi la suite? D'abord, je voudrais préciser que, disons, l'intervention de la Guinée, du Mali et du Burkina, qui seraient prêts à venir en soutien au Burkina, moi je trouve cela anecdotique. Je pense que c'est de la chimère et qu'ils n'en ont même pas le pouvoir. Ils n'en ont ni la capacité, ni le pouvoir, ni l'expertise. Donc je pense que c'est anecdotique. C'est une opinion. Non, c'est son opinion. Nous sommes dans un débat d'opinion. Nous sommes dans un débat d'opinion. Donc je trouve que... la réalité du terrain. Oui. Pas nécessairement, pour vous, pas nécessairement la réalité du terrain. Voilà, j'estime que ces trois pays n'ont pas la capacité, s'il y a une vraie force qui cherche à déloger les putschistes nigériens, je ne pense pas que ce sont ces trois pays-là qui viendront sauver le soldat Tchani. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas, d'abord même eux-mêmes, à leur propre niveau, ils n'ont même pas réussi à éradiquer des simples irrédentistes qui sont stationnés sur leur territoire. Donc ce n'est pas le puissant Nigeria qui a aujourd'hui stationné, prépositionné déjà une brigade d'infanterie à ses frontières, à Difa, dans l'état de Borno, et qui est prêt à rétablir l'ordre. Il y a aussi l'armée tchadienne aussi qui est très aguerrie, qui a la capacité. N'oublions pas que le Nigeria et le Niger partagent à peu près 1500 km de frontières. Donc je pense que les sanctions, je pense que le salut peut-être de la junte viendra de sa propre capacité à elle-même de manœuvrer sa présence sans discontinuer à la tête de l'État. Pas à cause de la menace des trois voisins qui, du reste, n'en ont pas la capacité. Je répète ma question. Si ces putschistes respectent ce délai, s'ils quittent avant cet ultimatum, quelles sont les pistes à envisager? Un exil, une arrestation, un emprisonnement? Non, mais de toute façon, s'ils doivent négocier leur reddition, ça se fera dans un cadre global. Donc, les termes de leur reddition seront contenus dans ce document. Si nous quittons, voilà notre sort, voilà ce qui va arriver. Donc, je pense qu'un accord, c'est toujours des compromis. C'est du donnant et du recevoir. Donc, s'ils acceptent de quitter le pouvoir, je pense que Mohamed Bazoum se réinstalle. Mohamed Bazoum, en l'état actuel, ne s'installera pas comme s'il était dans son jardin. Forcément, ça va être à la suite des négociations. Il va en céder, il va en récupérer. Et donc, dans ces négociations, on peut trouver un compromis pour pouvoir sauver les deux parties. Parce qu'in fine, il s'agit de la survie du Niger. Tchani dit que lui, il est préoccupé par la situation du Niger. Bazoum, qui a été élu, avait un projet. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit en 2021, qu'il avait un projet pour le Niger. Donc, ça veut dire que les deux parties ont à cœur que le Niger se développe. Donc, si aujourd'hui, ils trouvent un accord, il est tout à fait possible que personne ne perde la face, que Tchani ait une sortie honorable, que Mohamed Bazoum ait un retour triomphal, mais un retour mesuré. Parlons toujours de la CEDEAO. Mamad Déby s'est rendu à Niamey. Sur le plan symbolique, déjà, était-ce le bon choix? Et que peut-il apporter à ces négociations? Je pense personnellement que c'est une incongruité, parce qu'on ne peut pas vouloir lutter, en tout cas pour faire la solution à un coup d'État, en choisissant comme émissaire un putschiste qui lui-même est arrivé au pouvoir dans des conditions anticonstitutionnelles. Et donc je pense que ça a été déjà une mauvaise inspiration de la CEDEAO de faire ce casting précis. Évidemment, ils font ce choix parce qu'ils se disent que c'est une puissance au niveau militaire régional, de sorte qu'en envoyant donc cette personnalité-là, c'est quelqu'un quand même qui a de la résonance auprès de ceux qui prennent le pouvoir. Mais au-delà de cela, c'est quand même quelqu'un qui a eu des relations antérieures, donc en de bons termes, et avec ceux qui ont renversé le président élu et avec le président élu. Donc c'est quelqu'un au moins qui parle avec tout le monde.
Mais je pense que du point de vue, en tout cas, de son statut, les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, c'est plutôt un mauvais choix. Au-delà de ça, j'aimerais quand même dire un mot concernant le Nigeria qui se serait massé aux frontières du Niger pour intervenir. On pense qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que le Nigeria puisse intervenir réellement. Ils sont dans une posture d'intimidation tout simplement parce que d'abord une intervention à partir d'un mandat de la CEDEAO est illégale parce que le traité révisé de la CEDEAO de 1993 repose sur 11 principes fondamentaux. Et le 4e principe fondamental proscrit... Le 4e principe fondamental, c'est le principe de la non-agression entre les États membres. Et au-delà de ça, le 6e principe fondamental, c'est le principe de la résolution pacifique des conflits. Et donc, le traité révisé de la CEDEAO de 1993, c'est la constitution de l'organisation. Sur quelle base juridique? Oui. Alors, on ne peut pas combattre un renversement de régime, donc il y a quelque chose d'anticonstitutionnel, en violant la loi fondamentale de la CEDEAO. Et au-delà de cela, le Niger est un territoire plus vaste que le Nigeria. Si le Nigeria n'a pas été capable de mettre fin à la rébellion ou à la menace de Boko Haram, on ne peut pas croire que l'armée nigériane aurait une victoire au Niger, qui est un territoire qui est encore plus important et étendu que son espace. Et au-delà de cela, dans la logique de l'intimidation, il y a une nouvelle donne. C'est que les pays régionaux qui sont aussi dirigés par des régimes de transition militaire se sont prononcés. Et c'est justement à cette situation-là qu'il faut éviter d'en arriver en empruntant la voie de la violence, en tout cas au sens de la confrontation. Et le traité de la CEDEAO avait déjà prévu ce genre de situation et les avait clairement adressées. Et je pense qu'il faut aller dans le sens des tests, chercher certainement le juste milieu pour maintenir la pression, mais évidemment de continuer à parler avec ceux qui exercent le pouvoir du fait. Non, il faut pas laisser croire qu'il n'y a pas une base légale d'une intervention. C'est vrai, moi je ne suis pas pour l'intervention militaire, c'est vrai. Mais nous décrivons les faits. J'ai dit qu'il y a 2 brigades d'infanterie qui sont stationnées à la frontière nigérienne, prêtes à faire le job. C'est à vérifier d'abord. Oui. Prêtes à faire le job. Mais je veux dire, mais c'est vrai que vous parlez d'intimidation. Ce sont des forces armées. À part ces pays où il y a des putschs, toutes les armées répondent du président de la République. Tout à l'heure, vous avez semblé dire qu'il devrait y avoir des mécanismes institutionnels qui font que si le président est en captivité, il devrait avoir actionné d'autres leviers pour que les autres forces viennent en appui pour venir libérer le président. Mais dans tous les pays du monde, la question de la défense relève du président de la République, dans tous les pays du monde. Donc, il ne s'agit pas de dire que d'autres forces sous ordre de qui que ce soit... Ce sont des forces étrangères. Intervenir. Maintenant, sur la deuxième question, tu parles de l'absence de base légale. Mais bien sûr qu'il y a une base légale. Laquelle? C'est le protocole de la CEDEAO qui dit que nous ne voulons pas de coup d'État. Et il y a même la déclaration de l'Union africaine anti-coup d'État qui existe. Donc voilà, c'est le dispositif légal qui est là, à partir desquels, de ces dispositifs, on peut engager l'épreuve de force avec Niamey. Donc, ce n'est pas mon souhait, entendons-nous bien, mais je pense qu'il y a une base légale et que ce ne serait pas une action illégale si la communauté internationale venait à chercher à rétablir l'ordre au niveau de Niamey. Mais est-ce qu'on peut véritablement mesurer les conséquences d'une intervention militaire actuellement? En tout cas, les conséquences d'une intervention militaire externe au Niger seraient profondément désastreuses pour ce pays. Je pense que ce n'est pas ce qu'on souhaite pour le Niger. On souhaite plutôt qu'il y ait des négociations qui permettent au pays de retrouver la sérénité et autres. Mais une intervention armée, non seulement ça implique des mouvements et autres, traverser des pays, aller carrément s'ingérer pratiquement, entre guillemets, dans des affaires d'un autre pays, même si on est sur le plan communautaire. Mais en tout cas, ce sera vécu par une bonne partie de la population nigérienne comme une ingérence intolérable venant du Nigeria qu'on a vu par le passé. Hein. Mais on veut créer une force contre les coups d'État. À quoi servirait-elle si elle n'intervient pas? Si on crée la force, justement, j'en viens à cette force. Si on crée la force, encore faut-il savoir quelle est la composition de cette force. Ici, on semble dire que c'est le Nigeria. Est-ce que c'est une force nigériane
habillée en CEDEAO, ou bien est-ce que c'est une force régionale CEDEAO avec tous les autres pays membres? Et ça serait difficile à obtenir. Vous comprenez? Ça sera difficile à obtenir. Ce sera essentiellement peut-être un bataillon nigérian et ce sera interprété comme une intervention nigériane au Niger et ça va créer plus de problèmes qu'il n'en... Et on peut envisager aussi sous mandat de l'ONU, puisqu'on a l'impression qu'on est en train de solliciter le Conseil de sécurité. On peut envisager qu'il y ait une intervention sous l'égide de l'ONU. Mon problème à moi, c'est quand on dit que la CEDEAO décide de faire quelque chose et que, comme Mangali, on dit c'est illégal. C'est illégal par rapport à quelle loi? Par rapport à son traité. C'est la CEDEAO même qui se retrouve pour dire voilà les nouvelles dispositions que nous allons prendre. Dans l'esprit de son traité. Voilà dans le protocole de la CEDEAO, c'est faisable. C'est pour ça qu'il y a des protocoles. C'est faisable. Et puis quand on raisonne comme ça, le protocole s'accorde avec le on donne le sentiment que vous avez des chefs d'État qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez des chefs d'État-major qui disent des choses alors que ça ne pourra pas être opérationnel. Donc on laisse les bavarder et puis on va voir. Mais c'est ça qui encourage des coups d'État. Quand on donne le sentiment que les instruments que nous donnons pour réguler notre gouvernance, réguler nos rapports, quand nous-mêmes les Africains nous donnons l'importance que nous créons ça, mais écoutez, c'est des manchins concrets, mais c'est ça qui encourage les putschistes. La question qui se pose à nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'intellectuels? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que de tels phénomènes s'arrêtent? Est-ce que l'Afrique va se retrouver dans cette situation d'instabilité chronique? Même en science, pour trouver un médicament, il faut pouvoir stabiliser le virus. Mais quand il mute, on ne peut rien faire. Mais quand un pays change tous les ans ou tous les 6 mois, quel programme vous pouvez déployer? Mais pourquoi on se tourne après que ça ne marche pas? Mais évidemment, l'héritage colonial passe par là. Après, on dit oui, mais si ça ne marche pas, c'est la faute à l'ancien colonisateur. Ajouter à ça toute la propagande, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit russe, ça finit par zombifier toute la jeunesse africaine. Des gens qui ne savent même pas les enjeux de ce qui se passe. Mais dès qu'ils se lèvent, ils disent c'est la France, il prend le drapeau russe et puis il est là. Notre rôle, il y a quelqu'un dans votre élément qui a parlé d'éducation. Le déficit de culture démocratique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes intellectuels, nous n'arrivons pas à comprendre que nous nous mettons en danger dans cette situation-là où on veut tout justifier et on veut montrer que finalement l'Afrique ne sait même pas où elle va. Mais non. Le Burkina et le Mali, ils se sentent menacés. Parce que si une intervention militaire ou n'importe quelle autre mesure réussit à faire reculer les putschistes du Niger, mais ils se disent, mais s'ils ont fait ça, c'est peut-être un mouvement qui va se poursuivre sur nous. Donc c'est normal, de façon solidaire, qu'ils se disent, si vous le faites, nous allons intervenir. Si nous avons assez de forces pour nous battre entre nous, pourquoi on ne coalise pas nos forces pour combattre le danger qui nous menace tous, le terrorisme et le djihadisme? C'est quoi cette incohérence dans notre façon d'être? Voilà moi mon problème. Mais justement, par rapport à la CEDEAO, c'est vrai qu'elle a été vivement critiquée lorsqu'elle a imposé des sanctions qu'on a qualifiées de sévères au Mali et au Burkina Faso, mais avec le recul. Et face à la situation qui prévaut au Niger, est-ce que la CEDEAO n'aurait pas dû être encore plus ferme pour éviter toute tentation, avec le recul? Oui, mais vous savez, les sanctions, c'est graduel, c'est par gradation ascendante. Donc, je veux dire, de toute façon, la CEDEAO, ce n'est pas une association criminelle qui n'a pour vocation que d'asphyxier ou bien de manger ses propres enfants. Ça, ce n'est pas la vocation de la CEDEAO. La CEDEAO veut une société exemplaire, une société qui est remplie de vertus. Parce qu'en réalité, les coups d'État, c'est ce que la CEDEAO condamne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le discours ambiant qui est là et qui tend à justifier le coup d'État, moi, ça me paraît spécieux. C'est une fuite en avant. Parce qu'aujourd'hui, on veut à tout prix justifier la prise du pouvoir de façon brutale. Là, il faut que la CEDEAO joue sa crédibilité, en tout cas à travers ce cas du Niger. Parce que si le cas du Niger n'est pas résolu, ça fera jurisprudence. Parce qu'aujourd'hui, on va vers... Il ne faut pas... Ceux qui nourrissent... des velléités de déstabilisation pour des questions de politique intérieure via le Niger,
qui estiment, bon, si ça a réussi au Niger, ça veut dire que c'est la porte ouverte et que ça va être l'occasion pour d'autres pays de passer par la même situation. Je pense au Bénin, à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Je pense que cela se trompe. Parce qu'on ne pourra pas renverser l'ordre. Parce que vous dites quoi? C'est la jeunesse qui est en désespérance. C'est ce qui justifierait les coups d'État. Mais maintenant, si toute notre sous-région est gouvernée par des gens qui n'ont aucune notion ni de la démocratie, ni de la façon de gouverner, parce qu'ils n'ont pas appris à gouverner, le professeur l'a dit, ils ont appris à défendre la nation, à tirer des armes. Donc, quand c'est cela qu'on a appris, je ne dis pas que les militaires n'ont pas de conseils, je ne dis pas que ce n'est pas des gens qui sont à l'école, mais leur vocation, c'est de défendre. Maintenant, si notre sous-région est dirigée par des militaires, évidemment, la situation de cette jeunesse qui est déjà en déshérence va s'aggraver. Donc, je ne vois pas de justificatif à ces coups d'État, ni aujourd'hui, ni demain. Il y a l'idéal, hein, il y a ce qu'on voudrait que ce soit, et puis il y a la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, la réalité, malheureusement, va plus loin que nos théories. Il y a la théorie, bon voilà, chacun doit être à sa place, sauf que sur le terrain, ça ne fonctionne pas ainsi. On a vu le cas du Mali. Après, on a tous condamné, non, il ne doit pas avoir de coup d'État. Il y a eu même un deuxième coup d'État. Il y a eu après le cas du Burkina, ainsi de suite, la Guinée. Chaque fois, on dit non, on est contre. Et pourtant, ça ne dissuade pas les autres de le faire. Où est le problème? Voyez-vous, ça ne dissuade pas des choses de se faire comme elles se font aujourd'hui. Ça ne dissuade pas des coups d'État. D'où ma question, les sanctions doivent être plus fortes? Non, ce n'est pas seulement une question. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de sanctionner seulement. Parce qu'il y a l'aspect, il y a les causes et puis il y a les conséquences. Les sanctions viennent quand il y a les conséquences. Mais qu'est-ce qu'on fait au moment où il y a des causes qui sont là, qu'on voit arriver? Et personne ne s'agite pour ça. C'est-à-dire qu'il y a moins d'investissement dans comment prévenir, dans la prévention, et on veut faire un peu plus d'ostentation avec les interventions armées. Or, il y a des problèmes de fond à résoudre à la base. Mais prenons des exemples concrets. Nous nous souvenons tous du cas d'Alpha Condé avec le dernier mandat qu'il voulait donc faire. On se souvient tous que l'ancien président Issoufou, avec une délégation à la tête de la CEDEAO, a tenté à maintes reprises de lui faire reprendre raison. Donc, voilà, c'est ce que vous attendez. Vous voulez dire en amont, éviter quelques problématiques en termes de gouvernance, peut-être aussi attendre des sanctions plus sévères contre la corruption dans les États. Voilà. Il y a tout ça. Par exemple, le professeur Wangali disait tout à l'heure une chose, les 45% des budgets militaires qui auraient été siphonnés. On a vu la même situation au Mali, où c'était même le fils du chef de l'État qui était à la... Mais ces ressources sont siphonnées par ceux qui font les coups d'État. Parce que c'est ceux qui sont en position opérationnelle, c'est eux qui font les coups d'État. Pour le cas du Mali, c'est vrai que le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a été interpellé. C'est l'État qui ont siphonné l'argent. Non, mais quelle preuve en avons-nous? Oui, mais ce sont les patrons de l'armée qui gèrent une armée qui est au combat et qui viennent faire des coups d'État pour dire que c'est le président qui est le responsable. Dans les pays démocratiques, ces armées-là sont dirigées par des ministères de la guerre. Les armées en guerre, ce sont les généraux qui sont au front, qui gèrent le budget militaire. D'ailleurs, c'est une question de souveraineté. Même dans nos pays, le budget des armées relève du secret défense. Relève parfois du secret défense. Ce n'est pas les généraux au sein qui le ministre. Tout ça, c'est la justice. Pour le cas du Mali, Soumaïlou Boubèye Maïga a été arrêté, mais il y a aussi des généraux qui ont été clairement indexés, mais qui n'ont pas été arrêtés du fait que... On travaille toujours sur les arguments donnés par des pushistes quand ils s'installent pour dire qu'ils ont fait ce coup d'État parce que le chef d'État a fait ça. On a vu des coups d'État ici, on a dit qu'il y a des chefs d'État qui ont des billets de banque partout dans leur salon. Ce ne sont pas les militaires qui vont donner ces arguments. Alors, ce sont pas les il faut qu'on sorte de là. Ils ne les ont même jamais mentionnés. Il faut qu'on sorte de là. Si, on nous a parlé de Gabji, sous Doumbouya, on a parlé d'Alpha Condé, on nous a parlé de corruption. Moi, je parle du Sahel. Dans le cas du Sahel, il n'a pas été question de cela. Pour revenir à votre question, pour, disons, revenir dans le débat, je suis par principe contre des sanctions, en tout cas sous cette forme-là, en termes d'agression contre un État membre, pour une raison très simple. Tout à l'heure, je vous ai fait le profilage du type de pays qui se retrouvent dans cette situation
où les régimes sont renversés. J'ai parlé des pays fragiles. Et l'étape d'après, quand on est un État fragile, l'étape d'après, c'est être un État failli. Un pays est déjà fragile. Il y a eu un coup d'État. Et vous décidez comme solution d'envoyer une opération militaire pour l'envahir et pour détruire ce qui reste de l'État. Mais la conséquence, c'est que vous livrez ces espaces-là, pieds et poings liés à la menace djihadiste qui est une réalité dans le Sahel. On est d'accord que non, quand on vient il y aura, remettre ce qui a été déplacé en place. On est d'accord, non, mais il y aura une résistance de l'armée. Il y aura une résistance de l'armée, ça va entraîner un coup humain. Ça va entraîner un coup humain. Et donc, il n'y a pas de vide. La question... Dans le cas de Bazoum, on l'a enlevé à sa place, on le remet à sa place. Vous ne pouvez pas envoyer une force sur un territoire comme le Niger et puis les armées. L'armée locale va assister à cela. Il y aura confrontation et donc des ressources humaines qui devaient servir à combattre une menace qui est réelle, qui existe, vont être supprimées par cette offensive. Et finalement, on aura réussi comme en Somalie, on aura réussi à déposer le président à la tête, mais d'un pays, un gouvernement... Bangaline Goran, on répète la question que vient de vous poser avec insistance, monsieur professeur Dion. J'allais terminer par ça. Faut-il laisser faire? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, je pense que pour moi, on observe. Il faut chercher le juste milieu. Ce sera lequel? Qu'est-ce que le juste milieu? Tout simplement, il faut maintenir le dialogue avec les autorités de fait, tout en continuant à utiliser des moyens de pression légaux. Parce que les moyens de pression légaux existent. Les moyens de pression... Vous dites que les sanctions de la CEDEAO sont illégales. Quels sont les moyens de pression? Non, il ne faut pas agresser un État souverain. Est-ce que c'est l'agression ou de la défense? Non, c'est une agression. Et le protocole de la CEDEAO, le protocole révisé de 1993, dit clairement que entre les États membres, il y a un principe de non-agression et qu'il y a l'obligation de régler les conflits de manière pacifique. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole révisé de 1993. Dit également que le protocole aussi insiste sur la nécessité de mettre fin au projet de coup d'État. Je suis désolé, dans le protocole de l'Union africaine, il y a une liste de sanctions. Et dans la liste des sanctions, il ne comporte nulle part l'invasion, l'agression contre un pays sous le prétexte qu'il y a eu un changement constitutionnel. Dans la constitution nigérienne, il n'est écrit nulle part que Tiani aurait pu prendre le pouvoir. Même dans la constitution du Niger, au plan endogène, on ne peut pas combattre. Au plan intérieur, ça n'a pas été respecté. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui n'a pas respecté quelqu'un au plan intérieur. On ne peut pas combattre les gens qui ont violé la loi en violant soi-même la loi. Donc je pense que quand on parle de sanctions, des sanctions qui sont des sanctions légales, c'est par exemple la liberté de chaque pays de fermer ses frontières avec c'est déjà fait. Le Niger, entre autres. On l'a déjà fait précédemment. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais on cherche quelle serait la plus efficace pour mettre fin à cette recrudescence des coups d'État. Est-ce que ce n'est pas le moment d'envoyer un signal fort pour les prochains, je ne sais pas, candidats? Pour la Guinée, on a dit la CEDEAO a toléré. On va dire ça comme ça. Après, un autre pays, la CEDEAO, sanction, pas sanction. Bon, il faut comprendre un peu la situation. Il faut leur donner le temps, 2 ans, 3 ans. Après, Mali, mais quand vous faites 2 pays, 3 pays, mais les autres pays se disent, mais si c'est comme ça qu'on gère les situations d'illégalité, nous, on peut y aller. C'est pour ça que si au départ, il y avait eu suffisamment de fermeté, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Maintenant que la CEDEAO dit trop, c'est trop, on dit, ah non, il ne faut pas arriver à cette fermeté-là, justement parce que le Niger peut dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avec les autres après? Je crois que céder aux putschistes, surtout dans le cas du Niger, où c'est un président démocratiquement élu qui a été mis là, c'est discréditer la démocratie. Si on est d'accord sur ça, alors il faut refuser d'ensauvager l'espace politique en Afrique, surtout dans notre sous-région. Donc on ne peut pas cautionner, on ne peut pas tolérer et on ne peut pas valider. Comment ça va se faire? On parle d'agression. Il n'y a pas encore eu d'agression. On est en train de dire, voici une batterie de menaces. Moi, je demande, dans cette situation, que la CEDEAO sache discerner et que de toutes les manières, ce fauteuil-là soit instable pour cet homme-là et qu'il comprenne qu'il doit le quitter parce que ce n'est pas son fauteuil, c'est le fauteuil de la démocratie. Il faut que ça soit clair. Et il faut que la CEDEAO l'affirme et il faut que la CEDEAO prenne les mesures nécessaires pour que cela soit. Mais on ne peut pas continuer de justifier l'illégalité et de vouloir reprocher à ceux qui veulent replacer la légalité à la place de l'illégalité d'utiliser des mesures illégales. Exactement. Dans quel monde sommes-nous, finalement?
Et pour la question sécuritaire, parce que c'est vraiment le gros danger actuellement, quelles seront les conséquences sur cette situation sécuritaire dans la sous-région si Bazoum ne revient pas au pouvoir, sachant que quand même le Niger, ses frontières vont de la Libye au Bénin. La situation sécuritaire sera davantage dégradée, que ce soit si celui-là reste ou que ce soit si on restaure Bazoum par la force, parce que je ne vois pas comment il fera par la suite par rapport à une partie de l'armée, par rapport à une partie de la population. C'est une situation très malheureuse parce qu'il y a un ennemi qui devrait être un ennemi commun dans la zone, qui est le terrorisme. Et le terrorisme qui a fait des mutations, c'est-à-dire sous le thème, vous avez des islamistes qui sont des salafistes qui se sont installés, vous avez des bandits de grands chemins qui occupent les routes, toutes les routes commerciales, qui font toutes sortes de trafics dans des zones de non-droit. Et tout ça, ça se passe de plus en plus dans tous ces pays-là. Ça existait déjà depuis et ça risque de s'aggraver à partir du moment même où, au plan interne, la situation n'est pas claire. Donc c'est un risque sécuritaire énorme, surtout dans un environnement, dans une période charnière comme celle-ci. Dr Bangali en parlait, dans une période charnière où déjà le contexte n'est plus le même qu'avant. Nous avons des rivalités géostratégiques dans la région. Le Sahel est devenu une grande zone d'influence, une grande zone d'affrontement entre des puissances. Ça, il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Et chaque puissance cherchant à faire évoluer la situation par rapport à ses intérêts propres. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect interférence extérieure qui, ajouté à la désorganisation intérieure, va faire de cette région véritablement une sorte de coco minute. Ouais. Mais parler des interférences, on y va franchement. On parle, je pense, de la France et de la Russie. Quel est justement le degré d'influence? On nous parle parfois de manipulation. Vous nous parlez de rancœur, d'une jeunesse par rapport au passé colonial. Qu'est-ce qui explique cette apparition quasi systématique maintenant des drapeaux russes qui accompagnent les putschs? Quelle est votre lecture de ce phénomène qui est devenu récurrent entre les symboles français qui sont attaqués, sévèrement attaqués, et puis des drapeaux russes qui apparaissent comme ça? D'abord, je vais commencer par la présence des drapeaux russes. Il est évident que c'est la Russie qui actionne, en tout cas, à quelques leviers en main de tout ce qui arrive. Mais je pense que ça ne peut pas... Bien sûr, c'est évident. Parce que qu'est-ce que... Mais Poutine a condamné le coup d'État. C'est des façades. Les arrière-pensées sont évidents. C'est des façades. Parce que... Ça, c'est poussé d'intention. Écoutez. Vous comprenez que la Russie va se répéter. Parce qu'on n'a pas tiré les bonnes leçons. J'ai écouté Tiani. On est condamné à répéter les mêmes choses. J'ai écouté le porte-parole de Tiani sur Télé Sahel, qu'il dit que le Niger veut de nouveaux partenaires. Donc ça veut dire que la Russie est derrière le coup d'État. Mais sachons-le. Il dit le Niger veut de nouveaux partenaires. C'est une interprétation incroyable. Le Niger ne veut plus. Les anciens partenaires, le Niger veut s'en passer. Le Niger cherche de nouveaux partenaires. Et le Niger ne serait pas... Il fait de la manipulation des masses pour pouvoir avoir un soutien pour rester au pouvoir. C'est tout. Oui, mais c'est ce que nous disons. Donc l'implication de la Russie... C'est pour ça que la situation est dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, Tiani... Lui sera plus préoccupé. Il sait qu'il n'a aucune... Le président Tiani, tu dis Tiani comme ça. Le général Tiani. Mais il est président? Non, monsieur, il est président. C'est pour charité. Le général Tiani. Essayer de ramener un peu de... Le général Tiani, il sait qu'il n'a aucune légitimité. Il n'a pas l'autorité sur l'ensemble du Niger. Il sera préoccupé par la conservation du pouvoir à Niamey. Donc, il y aura un vide sécuritaire qui va laisser libre cours Wagner. Wagner notamment, et même on n'en est pas encore là. Ne faisons pas de la politique fiction. Ceux qui aujourd'hui semblent adouber le putsch pensent pouvoir régler des questions de politique intérieure. C'est-à-dire que si le putsch devient la règle d'accession au pouvoir, ils espèrent qu'il y ait des changements dans leur pays pour pouvoir créer de nouveaux tyrannies dans ces pays. Et ça ne passe pas. Nous le voyons très clairement. On ne peut pas se cacher. Mais vous dites que les Russes ne sont pas à la manœuvre, mais vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas essayer d'en profiter au même titre qu'un autre État l'aurait fait dans cette guerre d'influence sur le continent, et spécialement dans cette sous-région? Je pense que, pour rebondir rapidement avant d'en arriver à cette question-là, sur ce qui a été dit avant, rapidement, c'est parce que justement, on n'a pas compris les causes des mêmes événements qui se répètent.
Il n'est pas ici question de dire que ces coups d'État se répètent parce que la CEDEAO n'a pas été suffisamment ferme. Ces coups d'État se produisent parce que les chefs d'État qui sont chargés de construire des armées loyales et républicaines ont échoué dans leur mission tout simplement. Pourquoi les mêmes événements se sont produits? Il y a eu des émeutes au Sénégal. Malgré tout ce qu'il y a eu qu'on a vu, l'armée est restée à sa place et le pays aujourd'hui est retombé sur ses jambes. Si au Sénégal, c'était le président Mohamed Bazoum qui était au pouvoir, actuellement il y aurait un militaire là-bas. Si au Sénégal, c'était le président Roch Christian Kaboré qui était au pouvoir, il y aurait un militaire là-bas. Donc je pense que, d'abord avant tout, construire des armées viables relève de la responsabilité des chefs de l'État. S'ils sont renversés, c'est parce qu'ils ont échoué dans leur mission. La faute ne revient pas aux autres. Oui, mais donc je pense que des présidents comme le président Alassane Ouattara devraient organiser un masterclass pour apprendre à ses collègues comment on gère une armée. Oui, mais à la décharge du président Bazoum, vous nous dites qu'il est arrivé au pouvoir en 2021. Tout à l'heure, vous nous disiez que les putschistes au Mali ou ailleurs sont là depuis peu de temps pour pouvoir attendre des résultats. Donc, qu'est-ce que vous attendiez de lui en 2 ans? Mais en 2 ans, quand vous arrivez au pouvoir, vous prenez l'entier contrôle de l'appareil militaire que vous avez trouvé en place. Non, mais pourquoi cet argumentaire, vous ne le donnez pas? Pourquoi cet argumentaire n'est plus valable quand on parle des autres États? Composé des forces Monsieur Bangaline Goran, pourquoi cet argumentaire n'est plus valable quand on parle des... En moins de 2 ans, il a réussi à domestiquer l'armée qu'il a trouvée en place. Pourquoi le président Mohamed Bazoum ne le fait pas au Niger? Je pense que s'il ne l'a pas fait et que les choses se sont passées de cette manière, il ne faut pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Concernant les Russes, un autre bouc émissaire, on considère que les Russes, considérez-les un peu comme des gens qui sont à l'affût pour plonger sur une dépouille. Donc, avant que les Russes n'arrivent, c'est qu'il y a déjà eu mort. Et donc, ils ne sont là que... Ce sont des opportunistes. Moi, je les vois comme ça. C'est comme des vautours. Quand vous voyez des vautours quelque part, c'est qu'il y a déjà une carcasse. Voilà, voyez-les comme ça. Alors, j'aimerais comme régulièrement clore avec vous, M. Dion. Tout à l'heure, il voulait qu'on adresse les bonnes problématiques. La bonne question, c'est ça. Qui a intérêt à un coup d'État et qui n'a pas intérêt à un coup d'État? Ça dégage tout ce qu'il y a comme zone d'influence. Les Russes, c'est des vautours. Je partage son avis, à moitié. Mais les Russes travaillent à ça. Les Russes veulent participer à la domination du monde, comme les États-Unis, comme la Chine. Ils participent. Ils sont en conquête territoriale. Et ils regardent l'Afrique de l'Ouest. Comme les États-Unis. Ils voient qu'il y a un héritage. Il y a un héritage colonial qui joue contre la France. Il y a quelque chose qui se passe contre la France. Mais il faut travailler à faire en sorte que ce talon d'Achille-là devienne un gros problème pour la France. Personne ne peut nier qu'il y a une propagande russe. Personne ne peut le nier. Personne. À travers les réseaux médiatiques, personne ne peut le nier. Monsieur Dion, est-ce que vous pensez vraiment que... Attendez, non pas tous... C'est la fin de l'émission, mais attendez. Vous pensez vraiment que certains Africains ont besoin de la manipulation russe pour avoir une problématique et un rejet de quelques symboles français? Lui, il a un problème de problématique parce qu'il a un niveau de réflexion, il comprend les enjeux. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Oui, malheureusement. Quand vous voyez les jeunes Africains commenter un bombardement de la Russie sur l'Ukraine où on dit... Il ne faut pas infantiliser... Laissez-le finir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Laissez M. Dion finir, s'il vous plaît. Il faut sortir du juridisme. Nous sommes dans les faits. Sortons du juridisme. Allez sur les réseaux sociaux. Vive la Russie, vive l'Ukraine. Juste parce qu'on a posté qu'il y a eu 2 mois en Ukraine ou bien parce qu'un bâtiment est tombé. Ce jeune-là, il n'est pas au même niveau de compréhension que lui, Bangali, qui est historien en relations internationales. Nos jeunes ne sont pas éduqués à avoir des gestes barrières contre les infox. Qui peut nier la réalité des infox? Qui peut nier la réalité des infox aux États-Unis, même sous la présidence Trump? Mais il parle de psychologie des masses et des foules. Mais il a sorti le mot. C'est de la manipulation. Il a sorti tout à l'heure aussi le mot. Mais pourquoi il refuse que les Russes, en termes d'information, en termes d'infox, d'infocratie, puissent jouer sur les jeunesses africaines en leur disant « mais c'est la faute aux Français ». Absolument. Mais si vous sortez de cette logique-là, vous comprendrez. La France est le cobaye, tout désigné. Mais la France n'a pas de Elle n'a pas commis d'ingérence. Personne ne peut nier que la France vampirise ou a vampirisé les économies africaines. La France n'est pas dans le franc CFA, n'a pas de base militaire. Écoutons-nous. Oui, s'il vous plaît.
Ce sont les Russes. Personne ne peut nier le fait que la France a vampirisé les économies africaines. Alors, et même les Africains. Laissez-le se sont finir, plaints. M. Bangali, s'il vous plaît. Le Premier ministre Hachi Patrick n'est-il pas allé en Chine pour représenter la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça, c'est pas diversifier ses partenaires? La France a-t-elle interdit à Hachi Patrick d'aller en Chine pour vendre la Côte d'Ivoire entre griffes? On peut diversifier ses partenaires sans diaboliser un partenaire. Mais le problème, c'est qu'on est dans une logique où la diabolisation de la France équivaut à la madonisation de la Russie et on présente la chose comme ça. Le jeune qui sort avec le drapeau russe, que sait-il de la Russie? Que sait-il des rapports avec la Russie? Rien. Sait-il seulement que la Russie, en tant que URSS, a eu des rapports avec certains États africains qui sont restés dans le berceau 20 ans, 30 ans après, ils n'en savent rien des rapports entre les Russes et nous. Ils n'en savent rien. Mais c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui éduquent ces enfants-là. Alors on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que la Russie n'a rien à voir, c'est juste un vautour qui attend que la situation se dégrade pour le faire. Non, il faut que l'analyse soit un peu plus pointue. Monsieur, malheureusement, le temps imparti, voilà, est fini. Je suis désolée, je sais que vous voulez réagir et on devait parler aussi des autres pays, l'Algérie, enfin d'autres pays voilà. Malheureusement, d'autres occasions se présenteront. Ça, c'est sûr. On a déjà fait ce débat ici même il y a à peine 1 an, malheureusement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre participation, messieurs. Merci aux téléspectateurs, à toutes les équipes techniques et éditoriales qui ont aidé à la préparation de cette émission. Restez sur RTI 1.